Bonjour à tous. C'est encore un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour continuer lors de cette session après ces grands orateurs pour discuter de la coformulation, un nouveau concept pour relever les challenges de l'intensification de l'insuline. Et je tiens à remercier sincèrement et avec grande émotion tous les organisateurs de ce colloque pour l'invitation et toute la confiance qu'ils me font pour discuter de ces thématiques fort intéressantes. Alors, le nouveau concept, en effet, à travers la coformulation, on va essayer de le voir lors de ce symposium afin de pouvoir challenger tous les jours nos patients diabétiques de type 2 avec de nouvelles armes thérapeutiques pour lutter contre cette maladie chronique et surtout faire bénéficier à nos patients l'ensemble de ces innovations technologiques. Alors, on sait très bien aujourd'hui que notre défi mondial, c'est le contrôle glycémique. Alors malheureusement, l'épidémie du diabète et la pandémie continuent encore dans tous les pays, dans le monde entier, avec une augmentation de 46% dans le monde, mais dans notre pays, et surtout dans la région Nord-Afrique à laquelle on appartient, une augmentation très importante, avec surtout une prévalence de l'ordre de 10,6% qu'on sait aujourd'hui sous-estimée, mais surtout une moyenne d'hémoglobine glyquée au-dessus de l'objectif, avec plus de 70% de nos patients au-delà de 7%. Alors, l'importance de la baisse de l'hémoglobine glyquée est pourtant aujourd'hui connue et reconnue depuis le KPDS et toutes les études de morbimortalité. On sait que quand on réduit l'hémoglobine glyquée, cela entraîne la réduction des complications microvasculaires, la réduction du taux des maladies cardiovasculaires à long terme, mais aussi la réduction de la mortalité toute cause. On sait aussi que sur le plan socio-économique, les coûts directs et indirects du diabète sont fort importants et que la baisse de l'hémoglobine glyquée en réduisant les complications va réduire les frais médicaux, mais aussi les frais des complications du diabète de type 2. Aujourd'hui, malheureusement, comme toute pathologie chronique au Maroc et dans le monde entier, on sait que seulement 27% sont à l'objectif, mais on sait que dans cette maladie chronique qui est d'évolution fort silencieuse, l'inertie thérapeutique joue un rôle très important. On sait aujourd'hui que ça peut prendre jusqu'à 20 ans la mise sous insuline chez 40% de nos patients, alors que dans les études, on sait qu'avec l'insulinopénie relative qui s'installe très précocement, la mise sous insuline et l'instauration de l'insuline basale devrait se faire dans les 5 à 7 premières années du diabète de type 2. Alors, les problématiques de l'inertie thérapeutique, c'est tous ces obstacles qu'on voit tous les jours dans notre consultation. Les patients qui nous demandent de continuer à leur laisser du temps alors que le diabète ne nous attend pas. Vos chiffres sont encore trop hauts, mais vous avez l'air énervé, on verra cela une prochaine fois. C'est le genre de possibilités qu'on peut voir, mais surtout des réactions de nos patients qui veulent toujours trouver, et on comprend parfois des explications au déséquilibre glycémique et qui veulent qu'on attende et qu'on attende encore pour intensifier la thérapeutique. Ces conséquences de l'inertie thérapeutique au Maroc, c'est aussi la fréquence des comorbidités élevées. 46% de nos patients ont une dyslipidémie, 80% sont obèses, 79% ont un syndrome métabolique, la moitié ont une hypertension artérielle et les 2/3 au moins ont une maladie cardiovasculaire. Alors, qu'en est-il des barrières et quels sont les obstacles à l'intensification de l'insulinothérapie? Alors, la peur des hypoglycémies, je voudrais dire autant par le patient que par le praticien, la mauvaise observance pour des traitements qui peuvent être contraignants et lourds, et la complexité perçue de la gestion de plusieurs injections quotidiennes d'insuline par nos patients. Alors, la peur de l'hypoglycémie reste un frein très important et on sait tous aujourd'hui que l'hypoglycémie a des conséquences sur la morbidité. Faire une hypoglycémie va entraîner des dysfonctions cognitives, des effets psychologiques. Sur le plan musculo-squelettique, le risque d'accident et de fracture. Sur le plan cardiovasculaire, l'augmentation du risque d'ischémie et d'arythmie cardiaque. Sur le plan de la circulation et de la microcirculation, l'augmentation de l'inflammation, des anomalies de coagulation du sang et les dysfonctions endothéliales.
En plus, on sait qu'un patient qui a fait une hypoglycémie va avoir peur de prendre le traitement à la dose, par exemple de l'insuline. Il va soit baisser les doses d'insuline tout seul, soit augmenter le grignotage et l'alimentation, ce qui va créer une augmentation du poids, soit diminuer l'activité physique. Et tous ces freins vont concourir au déséquilibre glycémique de nos patients. Alors, les conséquences de l'hypoglycémie présentent aussi une charge considérable pour le patient et la société en termes de coûts directs et d'indirects, d'hospitalisation et de prise en charge des complications de l'hypoglycémie. Alors, c'est pour cela d'ailleurs que les défis d'un bon contrôle glycémique, c'est toujours une balance entre la sécurité et l'efficacité, et l'augmentation de risque d'hypoglycémie va concourir au déséquilibre glycémique. Ici, ce sont des enquêtes qui identifient les défis liés au régime d'insuline rigide, le nombre d'injections par exemple, les doses d'insuline. Tout cela va créer un obstacle pour le bon contrôle glycémique. Alors, près des 3/4 des patients sous basal seul ont une hémoglobine glyquée supérieure à 7%, donc la plupart n'atteignent pas l'objectif glycémique. 2 ans après l'initiation basale d'insuline, ils ont une hémoglobine glyquée moyenne autour de 8,6%. Et la question qu'on se pose est pourquoi? Alors, soit bien sûr il n'y a pas d'adaptation des doses de basal, mais parfois parce qu'on doit intensifier, et cette peur d'intensification va freiner le praticien et le patient pour l'équilibre glycémique. Alors, quelles sont les limites avec les solutions actuelles qu'on a aujourd'hui? Les schémas prémixés, on a une limite sur la couverture optimale, sur la flexibilité par rapport au moment de l'injection, et puis la variabilité glycémique qui reste très forte dans ce genre de schéma, et puis une inadaptation par rapport aux patients qui ont une grande, parfois des schémas de vie ou des rythmes de vie qui ne sont pas anticipables, qui ne sont pas reproductibles d'un jour ou l'autre. Concernant le schéma basal-bolus, il a des avantages sur la gestion de la GPP, de la glycémie à jeun, de la flexibilité par rapport au moment de l'injection des bolus de rapide, mais ça reste un schéma complexe avec parfois 2 stylos à gérer et un nombre important d'injections qui peuvent aller jusqu'à 4 par jour pour le schéma basal-bolus complet. Alors, justement, on va voir à travers une vignette clinique quelles sont les alternatives pour le bon équilibre glycémique de nos patients. Ici, je vous propose un patient de 52 ans, c'est un vrai cas que j'ai vu, diabétique de type 2 depuis 25 ans, qui fait 87 kg, qui est sous analogue basal glargine depuis 5 ans, à la dose de 70 unités par jour, qui fait en 2 fois par jour. Il reçoit metformine 2 grammes par jour et glimépiride 4 mg, et son poids ne fait qu'augmenter. Il a pris 10 kg en 3 mois et il a une hémoglobine glyquée à 9,5%. Il fait même parfois des hypoglycémies nocturnes et il a peur de ces hypos. Et quand on voit son bilan, il a une hémoglobine glyquée à 9,5%, une glycémie à jeun le jour de la consultation à 1,56. Et donc, bien sûr, il fait on lui a demandé un cycle d'autosurveillance glycémique et il fait un cycle à 6 points avec une glycémie à jeun qui est entre 1,50 et 1,80, qui n'est pas l'objectif, mais surtout une glycémie avant le déjeuner qui reste très élevée. Vous voyez ici un delta glycémique entre le petit déjeuner et le déjeuner qui est important, montrant qu'effectivement le glimépiride n'est plus efficace et il ne maîtrise plus les GPP. Ensuite, on a effectivement une stabilisation de ces glycémies, comprenant que le repas le plus hyperglycémien chez ce patient est le petit déjeuner. Alors, chez ce patient, quelle est la meilleure solution? Donc, on a essayé pour éviter la contrainte de plusieurs stylos, puisqu'il a besoin, il avait 70 unités de glargine. Voilà, on a switché pour l'association des gludecs à Sparte, donc le Résodex, au petit déjeuner, puisque c'était le repas le plus hyperglycémien. Et on a arrêté le glimépiride et maintenu la metformine à 2 grammes par jour. 7 jours après, on a un cycle glycémique qui est très satisfaisant, avec les glycémies à jeun qui sont à l'objectif. C'est un patient qui a reçu 45 unités au petit déjeuner de Résodex. Et en effet, il y a eu une efficacité sur la glycémie à jeun. Et regardez la GPP, là, la glycémie préprandiale du déjeuner qui a
fort baissé, avec des glycémies qui sont entre 1,30 et 1,70, et donc une stabilisation ensuite de toutes les glycémies et un rabaissement des glycémies vers le bas. Donc, quelle est cette coformulation AID-Gludec-Asparte? Cette innovation qui nous a permis parfois de surmonter les barrières, c'est un schéma simplifié d'insuline avec moins d'injections et une meilleure flexibilité dans le temps de dosage, avec une coformulation de 2 anti-hyperglycémiques dans une seule formulation, l'AD-Gludec, l'insuline de basale de 2e génération, et l'insuline aspartate. Alors, cette coformulation, donc la Degludec et l'asparte dans la même cartouche d'insuline, est fort intéressante puisque dans le stylo, il y a 70% de Degludec et 30% d'asparte qui est séparé. Et donc, en sous-cutané, la Degludec va répondre à sa pharmacocinétique et sa loi de protraction, puisque vous savez que c'est des monomères d'insuline dans la cartouche qui, une fois qu'ils vont être injectés dans l'espace sous-cutané sous forme de longs multi-hexamères, puisque les phénols vont diffuser et les dihexamères de Degludec, via des contacts à chaîne latérale unique, vont former des longs multi-hexamères qui vont se déposer en sous-cutané. Une fois que les monomères de l'asparte vont être libérés rapidement au moment de l'injection, le zinc ensuite va diffuser très lentement, causant la dissociation de monohexamères de Degludec, libérant des monomères lentement de l'insuline. Et donc, cette pharmacologie, ces caractéristiques pharmacocinétiques de la Degludec va permettre à cette coformulation d'avoir une insuline lente ultra lente qui va répondre à un profil très plat, pas de pic, qui va permettre de gérer la glycémie d'une façon stable avec moindre risque hypo et hyper. Par exemple, quand vous comparez la demi-vie de la Degludec qui est de l'ordre de 25 heures, pouvant aller jusqu'à 40 heures, la glargine U100 12 heures et la glargine U300 19 heures, donc une meilleure couverture et en plus de la flexibilité par rapport au moment de l'injection. Ces caractéristiques pharmacologiques de la Degludec vont permettre une stabilisation de la variabilité et donc plus de reproductibilité de l'effet de l'insuline et meilleure sécurité. Alors, pourquoi on a switché ce patient de la glargine vers la coformulation Degludec-Asparte? Regardez ici, c'est l'étude de Switch Pro qui a permis pendant la période run-in et la période d'intensification de switcher la Degludec vers la glargine et de faire du crossover glargine vers Degludec. Et enfin, sur cette étude, il y a une confirmation de la supériorité de la Degludec versus, bien sûr, la glargine dans l'association, une différence de traitement estimée de 1,43% ou 20 minutes par jour dans le time in range en faveur de la Degludec par rapport à la glargine U100. Et ces effets hypoglycémiens prandiaux distincts de la Résodex dans cette coformulation sont liés bien sûr à l'efficacité de l'asparte qui a été injectée donc, au moment du repas le plus hyperglycémiant, qui a permis donc un meilleur contrôle de la glycémie postprandiale avec une stabilisation du contrôle avec la Degludec. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles les patients switchent? Et là, c'était une étude de vraie vie qui a permis de démontrer quelles sont les raisons pour les praticiens et les patients qui permettent de switcher la glargine, par exemple U100 vers la Degludec, que ce soit dans la Degludec ou dans la coformulation, c'est généralement les hypoglycémies, les hyper, mais surtout cette fluctuation, donc la variabilité glycémique dans 72%, que ce soit chez diabétique de type 1 ou diabétique de type 2, pour éviter cette variabilité, les patients ont switché vers des insulines de 2e génération et dans la coformulation, une diminution de la contrainte des multiples injections. Donc, cette coformulation, c'est un concept innovant qui permet en une seule injection de conserver les 2 profils. Le profil de l'insuline Degludec avec une durée d'action au-delà de 42 heures, une demi-vie d'environ 25 heures, un profil très plat, et l'action rapide de l'asparte assurant une couverture au moment des repas et donc l'injection au moment du ou des repas hyperglycémiques. Alors, cette AID-Gludec-Asparte imite étroitement la sécrétion physiologique d'insuline et ne nécessite pas de remise en suspension avant l'injection.
Alors, sur les études d'intensification à partir d'une insuline basale, et ici je vous propose l'étude step by step qui démontre donc dans deux bras la comparaison Résodex versus Glargine, et donc chez des patients diabétiques de type 2 standard, avec une approche d'intensification de l'insuline basale, donc dans l'insuline Glargine, donc la basale, puis la basale plus la basale plus ou la basale bolus, et vers deux injections ou une injection de Résodex avec une intensification à partir d'une seule base. Alors, les résultats sont très satisfaisants puisque la réduction reste semblable, de l'ordre de 1,1% durant les 26 premières semaines et 1,3% au-delà de 38 semaines, donc une non-infériorité en termes d'efficacité, mais surtout une diminution de la glycémie à jeun qui reste très fort intéressante pour la Résodex versus Glargine, toujours non inférieure, mais le point fort de cette association, c'est la diminution de 10% de risque d'hypoglycémie et de 14% au-delà de 38 semaines, avec une importante baisse, et c'est surtout dans ce critère hypoglycémie nocturne que l'efficacité se voit la plus intéressante et la plus significative, de l'ordre de 45%, la baisse de l'hypoglycémie nocturne dans le bras Résodex versus Glargine et 39% au-delà de 38 semaines. Donc, si on baisse le taux d'hypoglycémie nocturne, cela va être intéressant pour la qualité de vie de nos patients, pour la peur de l'hypoglycémie et donc pour la diminution de la variabilité glycémique de ces patients. Concernant les doses, alors ce qu'on voit dans la vraie vie, même un peu plus que dans les études, c'est qu'on baisse les doses en général de la Degludec Aspart versus la Glargine de l'ordre de 20%. Alors chez le patient que je vous ai présenté, il était sous 70 unités, on a commencé par 45 unités de Résodex qu'on a dû augmenter à 50 et on a dû arrêter à 50, donc il y a vraiment une baisse de plus de 20% des doses d'insuline entre la Glargine et l'association Degludec, la coformulation Degludec Aspart. Donc, l'intensification après une basale dans l'étude step by step, les conclusions de l'étude, une non-infériorité en termes d'hémoglobine glyquée et de glycémie à jeun, mais surtout une baisse d'hypoglycémie nocturne de l'ordre de 45% versus la basale plus et 39% au-delà de 38 semaines, avec moins de 10% d'hypoglycémie totale dans le bras coformulation. Le nombre d'injections, bien sûr, est plus bas et la dose est de l'ordre de 11% moindre de dose d'insuline. L'intensification avec la Degludec Aspart, à partir du coup de schémas insuliniques plus contraignants vers des schémas plus simples et une possible co-administration avec les antidiabétiques oraux. On peut l'injecter en une fois par jour, on peut l'injecter en 2 fois par jour quand il le faut pour des patients à fort GPP pour des repas hyperglycémiants. Et on peut même l'associer aux antidiabétiques oraux non insuliniques, donc on arrête les sulfamides dans certains cas. Alors, quand on veut faire un switch, on fait du conversion dose pour dose et on diminue parfois chez les patients qui reçoivent la Glargine en 2 fois de l'ordre de 20% par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'efficacité en termes de dose d'insuline co-formulation Degludec Aspart. Donc, les switches à partir de basal plus ou basal bolus conviennent aux personnes qui ne préfèrent pas ou ne peuvent pas prendre plusieurs injections chaque jour, avec, comme on a dit, une meilleure flexibilité en termes d'injection. Alors, l'intensification, quelles sont les recommandations? Donc, qu'elles soient faites en une seule injection par jour avec un contrôle glycémique inadéquat. On peut passer en 2 injections par jour, ou on peut laisser la Degludec en une seule injection et rajouter une insuline prandiale au moment à 1 ou 2 repas hyperglycémiants, ou parfois mettre une Degludec en 2 injections, par exemple au petit déjeuner et au dîner, et rajouter une 3e insuline rapide au 3e repas. Ça fera toujours 3 injections au lieu de 4 pour le basal bolus classique. Alors, la co-administration avec les hypoglycémiants, l'association avec les inhibiteurs du SGLT2, ce qui est recommandé selon le programme d'études, c'est de baisser la dose de 10 à 20%,
pour l'association avec les inhibiteurs du SGLT2. Concernant les sulfamides, quand la AID-glutacasparte est administrée en une seule fois, on peut maintenir le sulfamide mais en le réduisant. Sincèrement, dans ma pratique quotidienne, moi, je les arrête pour éviter la synergie et l'augmentation des hypoglycémies. Concernant l'association avec le GLP-1 récepteur, quand on rajoute le GLP-1 récepteur, la dose d'insuline peut être diminuée en fonction, bien sûr, d'hémoglobine glyquée de départ. Concernant la metformine, les inhibiteurs de la DPP4, il n'y a pas de précaution particulière. Alors, cette coformulation permet une flexibilité au moment de l'administration, avec un patient qui peut changer l'heure d'administration, justement comme pour la Degludec, et il peut être administré au moment du ou des repas les plus copieux, en cas d'une prise une fois par jour. Et alors, si la dose de Ryzodec n'a pas été prise, le patient peut prendre la dose omise avec le repas principal suivant du même jour, puis reprendre le schéma posologique habituel pour la suite. Ce qui va être très intéressant en cas d'oubli, en cas par exemple de voyage ou en cas de contrainte par rapport au moment de l'injection. Alors, le concept du repas principal, bien sûr, ça dépendra des repas les plus riches en glucides. Généralement, quand le patient va faire un calcul de charge glycémique et de teneur en glucides, on va injecter en une fois au repas le plus hyperglycémien. Et quand les patients vont avoir 2 repas hyperglycémiens avec des GPP qui sont élevés, on peut l'injecter en 2 fois sans problème. Alors, concernant la titration hebdomadaire, alors bien sûr hebdomadaire, une fois que la Degludec est arrivée au plateau, puisqu'on sait qu'il faut attendre au moins 3 jours, 72 heures pour titrer la première fois, mais une fois qu'on arrive à plateau, ben, on fait en général une fois par semaine, par ajout, diminution de 2 unités jusqu'à atteindre de la cible de glycémie. Là, ici, c'est les recommandations du practical use des guidelines, où on montre que, par exemple, si on met entre 0,70 et 90, ben, il n'y a pas de changement de dose. Entre 90 et 1,20, on rajoute 2 unités. Entre 1,20 et 1,40, on rajoute parfois 4 unités d'emblée. Et si on fait des hypos, ben, on diminue de 2 ou 4 unités en fonction de la cible glycémique. Alors, la coformulation est un concept innovant qui répond aux besoins du praticien et du patient en termes d'efficacité, de sécurité, de simplicité, de flexibilité, mais surtout de couverture optimale. Ce paramètre, le time in range, qui nous permet aujourd'hui d'évaluer la variabilité glycémique, va être un facteur très largement amélioré avec ces nouveaux concepts. Je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour les questions.